Coucou les addicts, c'est Aurélie. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses derrière vos téléphones, tablettes, ordinateurs pour ce décryptage un peu particulier. Donc j'espère que tout fonctionne comme prévu. C'est une tentative. Donc le chat est ouvert. On peut essayer de discuter ensemble. Moi, je suis derrière mon écran au moment où vous écoutez ce décryptage. Alors il a été enregistré il y a quelques jours. Néanmoins, voilà, c'était pour être un peu plus disponible pour discuter avec vous. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à interagir. Posez-moi vos questions. Dans la mesure de mes possibilités, je vous répondrai bien sûr. Et puis vous pouvez aussi échanger entre vous, c'est tout l'intérêt. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet du décryptage, comme d'habitude, les petites infos. Donc, il y a quelques jours déjà, j'ai mis en ligne une vidéo des coulisses. Donc, la vidéo est assez sympa puisque vous avez le mode 3D, en fait, 360 degrés. Et en bougeant votre doigt sur le téléphone ou avec votre souris sur votre ordinateur, vous pouvez avoir une vision 360 degrés du bateau sur lequel est filmé, qui figure l'Artémis. Et puis, à la fin de cette vidéo, il y a le tournage de la scène coupée qui aurait dû être la fin de cet épisode. J'en parlerai dans le décryptage. Bien sûr, comme d'habitude, d'ici quelques heures, vous aurez la vidéo débriefing avec les producteurs. Ron Moore, Tony Graffia et Matt Roberts. Et puis, ma foi, je crois que c'est à peu près tout. Si vous avez aussi mon article sur le site internet qui concerne l'épisode, il est un peu moins fourni puisque la production a mis un peu moins de choses en ligne concernant l'épisode. Mais voilà, il y a des belles photos de coulisses, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, sinon, c'est parti et j'espère que nos échanges seront nombreux et riches. À tout de suite. Et je commence par mes impressions générales et puis les infos importantes de l'épisode. Donc, c'est un scénario qui a été coécrit par deux femmes. Shannon Goss, qui a écrit Le Poteau Noir, c'est l'épisode 9 de la saison. Et puis Karen Campbell, qui avait écrit Crème de menthe, l'épisode 8. Elles se sont réparties un peu l'écriture de cet épisode. La réalisatrice, c'est une nouvelle arrivante sur la série. Il s'agit de Charlotte Brandström. Comme son nom l'indique, elle est suédoise, mais elle parle aussi très bien français, américain. Enfin, elle travaille un peu partout. Et je trouve que son entrée dans la série est assez remarquable. La plupart de ses plans, et notamment ceux de la première partie, sont vraiment superbes et je développerai. C'est le premier épisode qu'on passe à terre après 2 épisodes passés sur le ou les bateaux. À part une petite parenthèse avec le pâturage des chèvres sur une île où Claire avait voulu s'échapper, mais c'était raté. C'est un épisode qui a été découpé, qui pour moi est vraiment en 3 parties avec 3 ambiances complètement différentes mais assez complémentaires. Donc la première partie où Claire est seule, sans dialogue pendant près de 20 minutes. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on ne voit pas du tout Jamie avant pour quasiment les 2 tiers de l'épisode. Je crois que c'est autour de 35-40 minutes. Et ça donne l'occasion de voir Caitriona Balfe briller dans son jeu d'actrice. Je trouve que la première partie de saison, jusqu'à M. Malcolm, on avait surtout vu Jamie. Les parties consacrées à Claire étaient quand même... il y avait moins de temps d'écran pour elle, en fait, pour Kate, du coup. Et je trouve que c'est d'autant plus remarquable, mais je l'ai déjà dit, Caitriona Balfe, c'est quand même une jeune actrice, alors pas tant par son âge, mais par son expérience. Alors certes, là, c'est la 3e saison d'Outlander et surtout dans la première saison, elle occupait vraiment l'écran. Mais quand même, c'est plutôt une jeune actrice et c'est d'autant plus remarquable. Je voulais vous parler du titre. Longtemps dans la salle des producteurs, le titre était La soupe à la tortue. Ce titre a été changé au dernier moment parce que, évidemment, les lecteurs auraient eu la puce à l'oreille et auraient trop su à quoi s'attendre dans l'épisode. Donc, il a été changé pour ne pas trop spoiler les lecteurs. Alors, néanmoins, la title card, comme ils l'appellent, la carte de titre, enfin, ce petit passage-là qui suit tout de suite le générique, on a cette tortue qui vogue dans les eaux turquoises des Caraïbes. Donc, je pense que le clin d'œil a dû être perçu par la plupart des lecteurs de l'époque. Le scénario d'origine comportait pas mal de petites choses en plus. Je l'ai lu,
C'est notamment dans les scènes du début, hein, quand Claire est seule dans la jungle. Il y avait des petites choses qui se rapprochaient un peu du livre, avec des rencontres avec des pirates. Ouais, essentiellement ça. Mais je dois dire que le livre est tellement dense sur cette partie-là des Caraïbes, de la Jamaïque, que forcément, beaucoup a été laissé de côté. Et ça nous donne quelque chose de très, très adapté. Pour avoir relu récemment le livre, franchement, je m'en plains pas trop parce que je vois pas comment ils auraient fait pour tout mettre. C'est beaucoup d'aventures en plus, en fait. Et on en perd un peu l'essence même, je trouve, de l'histoire, de l'intrigue entre Claire et Jamie. Mais ça, c'est un avis très personnel. Et du coup, je trouve malgré tout que, justement, hein, l'adaptation est tellement compliquée sur ces passages-là que cet épisode nous donne une ambiance assez indéfinissable, hein, parce qu'on a un mélange d'ambiance, en fait. On a d'abord cette partie survie avec l'île déserte, et puis ensuite, cette deuxième partie dans l'hacienda du père Fogden. C'est assez... c'est spécial, voilà. C'est indéfinissable aussi, hein. Il y a un côté un peu mystérieux, il y a de l'humour, il y a un côté what the fuck, j'ai envie de dire, un peu étrange. Et puis après ça, on a la joie du mariage et l'euphorie liée à la soupe à la tortue. Donc vraiment, ouais, une drôle d'ambiance dans l'épisode. Et je pense que vraiment, il faut parler des trois parties. Alors, pour autant, je trouve qu'une belle part est faite et donnée aux personnages secondaires. Je pense notamment à Fergus Marsali et puis aussi à Willoughby. En fait, ces personnages-là pourraient être laissés de côté au profit de Claire et Jamie, mais on ne les oublie pas. Willoughby, qui est quand même plutôt secondaire aussi dans le roman, on lui donne des scènes, et de belles scènes, de bonnes scènes, je trouve. Et pour finir, enfin pas tout à fait, je dirais que dans cet épisode, on a la meilleure scène de sexe de la série jusqu'à là. Ça, c'est mon avis à moi, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et enfin, pour donner un peu quand même le thème de l'épisode, je pense que c'est un épisode qui parle de séparation et de retrouvailles, mais pas uniquement pour Claire et Jamie, et je développerai un peu aussi après. Alors, je passe à mon top et à mon flop, et j'en profite pour ceux qui sont là en direct sur le chat. Dites-moi quel est votre top, quel est votre flop. Alors, pour ma part, je commence par vous parler de mon top. Et globalement, c'est toute la scène du mariage. Et je la fais commencer à la conversation entre Claire et Marsali. Je développerai ce thème-là dans mes focus après, mais elle commence là pour moi, cette scène. Et en fait, ce que j'ai surtout envie de retenir pour mon top, c'est cette phrase. Fraser. Son nom est Fergus Claudel Fraser. Ce moment où Jamie donne son nom à Fergus. J'adore le regard de Jamie, j'adore le regard de Fergus, qui est mêlé de fierté et d'émotion aussi. Et je trouve que ce passage de quelques secondes est vraiment la clé de voûte de l'épisode, la symbolique de ce nom. Ouais, j'ai envie de parler de la symbolique de ce nom parce qu'au cours de cette saison, et notamment, Jamie a eu tellement de noms, de pseudonymes. Hein, alors, saison 1, McTavish. Par la suite, Jamie le Rouge, McDoo, Alexander Malcolm, j'en oublie plein. Le Dom Bonnet. Et on sait combien ce nom Fraser est important pour Jamie. C'est le nom qui a une importance quasi sacrée. Et d'ailleurs, lors de l'épisode de la nuit de noces, hein, c'est ce qu'il dit à Claire. Hein, il lui donne son nom et tout ce qui va avec. Et en fait, cette scène de quelques secondes, ce passage de quelques secondes, pour moi, est la validation de ce qu'on savait tous. Hein. Fergus est véritablement considéré comme un fils par Jamie. Et là, c'est dit à voix haute et devant tout le monde, avec beaucoup d'émotion. Donc ouais, pour moi, le point d'orgue. Et j'ai envie de dire aussi que Fergus ressemble beaucoup à Jamie, même si c'est pas son fils biologique. C'est un homme d'honneur. C'est un homme qui est tombé amoureux d'une femme au caractère fort. Et en tout ça, je pense que voilà, l'éducation de Jamie y est certainement pour quelque chose. Je passe à mon flop.
ce que j'ai pas du tout aimé, c'est cette conversation entre Jamie et Fergus au moment où on les découvre sur la plage avec le bateau échoué. Alors c'est vraiment une scène d'exposition pour nous rendre compte de ce qui s'est passé et du pourquoi ce bateau est là et pourquoi Jamie et Fergus sont sur la plage, la même plage que Claire. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas y couper et que pour rendre compte de ce qui s'est passé, il aurait fallu le tourner à défaut d'en parler. Je comprends très bien tout ça, mais je trouve que c'est vraiment très très mal amené. On nous parle de la mort des matelots et notamment du capitaine Rains. On nous parle d'une tempête terrible et en fait la tempête est tellement terrible qu'elle a causé des morts et en même temps il y a juste le mât de misaine qui est cassé et tous les autres hommes sont là. Ils n'ont pas l'air si sonnés que ça. Ouais, ça sonne trop exposition et c'est pas terrible du tout. Et je trouve que toute la suite et toutes ces conversations là entre les marins et Jamie, c'est vraiment pas beaucoup mieux hein, quand un marin dit qu'il va pouvoir reprendre le commandement et que Jamie sera là malgré tout. Enfin, pour moi là, l'écriture est pas bonne du tout. Donc voilà, c'est mon flop. Et vous, dites-moi. Alors, je vais développer 5 thèmes en suivant plus ou moins la chronologie de l'épisode. Et donc, je vais commencer par mon premier thème, c'est Claire en mode survie. Je l'ai dit en introduction, on passe un tiers de l'épisode en tête-à-tête avec Claire et la nature sauvage d'Hispaniola ou de Saint-Domingue ou appelez-le comme on veut. C'est dans ces passages que l'on voit la qualité de la réalisation et j'en parlais aussi en introduction. On a cette alternance de plans larges où on voit l'immensité de l'océan, la jungle, le soleil qui tape et puis en même temps des plans plus resserrés avec la solitude de Claire et toute la détresse de son trekking à travers la jungle des Caraïbes. Et je trouve que c'est bien de démarrer quasiment son périple par la règle des 3. Hein. On peut rester 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. D'ailleurs, le 3 semaines sans manger, pas moi, hein, je serais morte avant. Mais en tout cas, tout ça, ça nous donne le ton. Et on sait bien quel est l'objectif de Claire, c'est trouver de l'eau. Et je trouve que on lui découvre de vrais réflexes pour leur survie. Alors j'ai dû réfléchir un petit peu. Je me dis mais comment elle fait? Alors certes on connaît Claire très débrouillarde etc. Mais j'ai envie de vous rappeler que Claire en fait a été élevée par l'oncle Lamp depuis son plus jeune âge. Je ne sais plus à quel âge ses parents sont morts, mais ça devait être entre 5 et 6, 8 ans peut-être. Donc elle sait où trouver de l'eau, elle sait quelles pierres sont nécessaires pour démarrer un feu. Et puis, elle a fait la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc elle a vécu dans des camps de fortune. Et puis, elle a vécu une vie d'errance avec une armée de Highlander, alors seulement pendant 2 ans, mais quand même. Je dirais que la seule différence dans tout ça, c'est certainement le climat. Parce que là, on la découvre quand même souffrant beaucoup de la chaleur, même si là encore, on voit ce qu'il faut faire. On voit qu'elle sait ce qu'il faut faire pour ne pas souffrir trop de la chaleur et elle évite de marcher aux heures les plus chaudes de la journée. Elle utilise tout ce qu'elle a sous la main pour sa survie et ça m'a fait rire qu'elle se mette à brûler le rembourrage là, de son boudin de fesses. Alors, petite remarque et réflexion là, pourquoi est-ce qu'elle brûle l'entièreté de son rembourrage une fois que le feu a démarré? Elle aurait pu en garder pour d'autres journées, surtout qu'elle ne sait pas combien de jours elle va passer dans la jungle. Petit détail. Et je me demande aussi d'ailleurs pourquoi elle a remis tous ses vêtements. Vu la chaleur qu'il fait, elle se trimballe avec corset, chemise, sa jupe de son costume, ce qu'elle s'était fabriqué, donc qui est assez imperméable, certainement très lourd et très chaud. Bref, encore un détail. Néanmoins, je trouve que rien ne lui est épargné. Entre la rencontre avec des squelettes de crocodile, le serpent, qui, entre parenthèses, n'est pas un effet spécial, hein, c'est un vrai serpent. D'ailleurs, dans la vidéo des producteurs que je mettrai en ligne d'ici quelques heures, vous verrez ce serpent qui s'appelle Scar. Et le pire pour moi dans tout ça, ce sont les fourmis. Je déteste les insectes. Alors là, voir Claire se réveiller avec toutes ces fourmis sur ses jambes, moi, je serais retournée directement dans l'océan et je ne serais plus jamais revenue sur la plage ou dans la jungle. Et j'en profite pour faire une mention spéciale là, aux
aux équipes de maquillage, notamment parce que ces ces morsures de fourmis sont parfaitement horribles et plus les jours passent et plus c'est moche. Claire, dans l'épisode, forcément, est loin d'être glamour. Elle est vraiment en mode survie. Et je trouve ça aussi assez remarquable, la façon dont ils ont fait évoluer le teint de sa peau, hein, pour montrer que, au bout de 3-4 jours, notamment quand elle est chez le père Fogden, elle a un sacré coup de soleil sur le visage. Je sais que cette partie de l'épisode a paru un peu longue à certains des fans. Moi, je l'aime bien. J'aime bien cette partie, surtout pour l'audace de cette production, parce qu'il n'y a quasiment aucun dialogue. On a un peu de voix off. C'est assez gonflé, parce que faut pouvoir garder un téléspectateur quand il n'y a aucun dialogue pendant 15-20 minutes. J'aime cette partie pour le côté aventure. J'aime pour ce qu'on observe de Claire, qui, bien qu'elle soit désespérée, hein, on sait qu'elle cherche Jamie et qu'elle a hâte de le retrouver. Il y a un petit moment où on la voit toucher ses alliances. Donc elle ne pense qu'à Jamie, évidemment. Et néanmoins, elle fait ce qu'il faut pour sa survie. J'aime cette partie pour la performance de Kate. C'est vraiment du pur acting, hein. Il n'y a qu'elle et la caméra. Et j'aime aussi pour la musique de Bernard McCreary, qui met l'emphase sur toute cette séquence avec un ton très, très caraïbe, hein. On entend des instruments assez exotiques, des percussions afro-cubaines, des bâtons de pluie, et c'est des sons inhabituels qui nous font bien sentir qu'on est dans un autre monde, et qui soulignent la solitude de Claire et sa pénible progression à travers la jungle. Voilà pour ce premier thème. Dans mon deuxième thème, je vais évoquer le père Fogden, ce prêtre défroqué, et le fait que finalement, avec Claire, ils ont une certaine connexion. Et je dirais également quelques mots de Mamacita, puisque ça concerne le même passage, et je dirais cette deuxième partie d'épisode. Première chose que j'aimerais souligner, c'est l'interprétation de l'acteur, hein, qui joue le père Fogden. Alors, il s'agit de Nick Fletcher, moi je ne le connais pas du tout. Mais je trouve qu'il a donné à ce personnage de la gentillesse, de l'excentricité, de la vulnérabilité, et tout ça en même temps, ce qui n'est pas facile. Et après la rencontre avec Mamacita, on découvre donc le père Fogden hyper prévenant avec Claire, hein. Il la détache, hein, puisque Claire se retrouve attachée. Il la détache, il l'aide à se redresser, il lui donne très gentiment à boire, et on a l'impression que ça y est, elle a trouvé un allié. Alors ça dure quelques minutes, et puis le prêtre se met à discuter avec sa noix de coco. Donc là on se dit, mais dans quel monde est-on? Et d'ailleurs Claire, c'est un peu pareil, hein. On sent que là elle est un peu sur la défensive, et qu'elle se demande ce qui se passe et où elle est tombée. Et à certains moments, je trouve que le père Fogden, quelque part, est menaçant. Enfin, on sent une certaine menace. Est-ce qu'il la garderait captive? Est-ce que par hasard, il jouerait pas le faux gentil? Et on sent ça dans la discussion qu'ils ont à table, hein, quand Claire se met à jurer, et que d'un coup... Le visage du père Fogden se ferme, et il prend un air assez menaçant. Mais en fait, au bout du compte, on comprend que ce personnage est un condensé de solitude, de chagrin, et aussi de drogue hallucinogène. Cette yucca, hein, c'est des graines de Piptadenia. En fait, c'est une plante qui est très commune dans les Caraïbes, et qui est très toxique pour les animaux, et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a autant de crânes de chèvres autour de Claire lorsqu'elle prend son bain. Donc c'est sans doute un vrai gentil, mais un homme qui a été meurtri. Et il y a cette belle scène où l'on voit que Claire et le père Fogden sont totalement connectés, hein. On commence par nous parler de la perte d'un enfant. Donc là, je me suis demandé si Claire pensait à Brie ou à Faith. Et dans le scénario original, les scénaristes ont voulu faire un rapport avec Faith plutôt. Mais bon, libre interprétation à chacun. Moi, je pensais à Brianna, en fait. Et ensuite, le père Fogden parle de l'absence de son grand amour, hein, de Hermenegilda, dont il a gardé les robes, et je trouve que ça lui fait un point commun avec Jamie, qui n'avait pas non plus pu se séparer de toutes les affaires de Claire, puisqu'on les avait vues dans la malle qui a réapparu sur le bateau dans l'épisode 9.
Claire se sent suffisamment en confiance pour se livrer elle aussi et lui dire qu'elle doit retrouver Jamie, son mari. Et elle pense avoir convaincu le père Fogden. Et ça fait flop. Et c'est là où aussi on se dit, mais mince, ouais, c'est pas gagné encore son histoire. Parce que pour pouvoir laisser partir Claire, le père Fogden veut recueillir la vie de sa noix de coco. Et ça donne un passage quand même assez drôle. C'est pour ça que je disais, on a du mal à définir l'ambiance, parce qu'on est aussi entre menace et humour, et on ne sait pas trop bien où se positionner. Alors autant Kate est une très bonne actrice, autant Claire, pour le coup, est vraiment mauvaise actrice. Quand elle se met à parler à la noix de coco, on n'y croit pas 3 minutes. Et d'ailleurs, je disais, on sent parfois la menace, et là je me disais, je m'attendais à ce que le père Fogden se mette à dire à Claire que Coco ne parle à personne d'autre qu'à lui, mais il ne l'a pas fait. Grand moment entre Willoughby et le père Fogden, parce que lorsque Willoughby vient s'excuser avec sa petite cage dans laquelle il y a une poule dont on ne sait pas d'où elle sort d'ailleurs, parce que si elle était sur le bateau et qu'il y a une tempête, des hommes sont morts mais pas les poules, enfin bref. Encore une petite incohérence que j'aurais pu mettre dans le flop. Finalement, on se rend compte à ce moment-là, dans cette scène, que le père Fogden a une belle âme et qu'il sait pardonner. Il tend d'ailleurs le calumet de la paix à Willoughby, qu'il accepte sans sourciller. Et le dernier moment assez mythique du père Fogden, c'est lorsqu'il célèbre le mariage de Fergus et Marsali. C'est vraiment drôle, c'est tout à fait décalé. Ça tirade sur la main de Fergus, sur l'absence ou la présence de ses attributs, la nécessité d'avoir un nom, un prénom. Enfin, jusqu'au bout, on se dit qu'il pourrait faire capoter ce mariage. Et puis au final, tout se passe bien. Et ce qu'on retiendra du père Fogden, qu'on ne reverra pas dans la série, c'est que c'est un vrai gentil. Parlons de Mamacita. Parce qu'on ne peut pas parler du père Fogden sans parler de Mamacita. Elle aussi, c'est une femme meurtrie, et malgré ce qu'elle est et ce qu'elle nous montre, à la fin de l'épisode, on ne lui en veut pas parce que c'est elle qui aide Claire à retrouver le chemin vers Jamie. Alors entre nous, ça l'arrange bien, puisqu'elle se débarrasse de la menace que constitue Claire. Les mots qu'elle emploie pour parler à Claire sont quasi tous en espagnol. Mais par contre, les mots pas très sympas, eux, sont dits en anglais, donc ce qui prouve bien que c'est une petite maline, cette Mamacita. Et donc, elle traite Claire de catin et de grosse vache. Ça, c'est dans la version anglaise. J'ai revérifié en version française, c'est pas traduit pareil, c'est dommage parce qu'on perd ça. Elle dit de Claire que c'est une vache et puis qu'elle est grosse. Donc, tout ça pour que Claire ressente bien l'animosité qu'elle a pour elle, envers elle. Et entre parenthèses, la production ne voulait pas de sous-titres pour les paroles de Mamacita lorsqu'elle parle en espagnol, au motif que, puisque Claire ne comprend pas ce qu'elle dit, alors nous, téléspectateurs, on peut aussi ne pas comprendre ce qu'elle dit, un peu à la façon dont ça avait été fait dans la saison 1 lorsque les hommes parlaient en gaélique entre eux et puis que ce n'était pas sous-titré parce que Claire ne comprenait pas le gaélique. Mais sur ce point-là, c'est Stars, le diffuseur qui a gagné et qui a insisté pour sous-titrer et c'est sous-titré. Et donc, je le disais, elle a beaucoup d'animosité envers Claire, qui est une belle femme. Et donc, ce qu'elle craint, c'est que Claire prenne la place de sa fille dans le cœur du père Fogden. Elle avait beaucoup de... Mamacita, vis-à-vis de Claire, avait beaucoup de doutes, d'appréhension. Et la fermeture est claire, lorsqu'elle la découvre sur le corset de Claire, ça en rajoute. Elle avait déjà des doutes, mais là, c'est le pompon. Et on voit qu'elle fait tout pour mettre Claire sur pied le plus vite possible pour qu'elle puisse s'en aller. Et ce que je disais, c'est qu'elle est très contente de pouvoir montrer à Claire le chemin du bateau pour que Claire quitte les lieux au plus vite. Comme je le disais, j'essaye de suivre plus ou moins la chronologie pour mes focus. Et donc là, il faut vraiment qu'on parle des coïncidences. Parce que c'est vrai que quand même, dans cet épisode, c'est assez énorme. Ce bateau de Jamie qui s'échoue justement sur l'île et pas très loin de là où Claire est, c'est quand même énorme. Alors, il faut savoir que j'ai regardé la série pour la première fois, lorsque je l'ai vue pour la première fois en 2018, je l'ai regardée avec mon mari.
Et alors là, vraiment, je l'ai entendu et il a vraiment protesté. Alors autant tout le reste, ça passait, mais ça, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le bateau qui s'échoue sur la même île, c'est quand même très très gros. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir la taille de l'île, hein, donc, qui s'appelle Hispaniola, mais c'est aussi Saint-Domingue. En fait, ça dépend de qui était on va dire le pays colonial qui occupait l'île, hein, entre la France et les Espagnols. Et finalement, cette île, aujourd'hui, elle est coupée en deux, hein. D'un côté, vous avez Haïti et de l'autre côté, vous avez la République dominicaine. Ça, entre parenthèses. Donc, on apprend dans l'épisode que le capitaine Rains et d'autres membres de l'équipage, dont le cuisinier, sont morts à cause d'une grosse tempête. Mais pas Jamie, pas Fergus, pas Willoughby, pas Marsali, pas les Écossais qui sont venus avec Jamie. Donc, c'est assez gros. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et personnellement, moi, je m'en fiche. Je pense que c'est vraiment une histoire de destin. Il y a cette espèce de puissance, cette force, qui finit toujours par ramener Claire et Jamie l'un vers l'autre. Et si on n'avait pas ça, et cette notion de destin, hein, de prédestination, de force, hein, qui les ramène l'un à l'autre, ça diffuse absolument dans tous les romans de Diana Gabaldon, que ce soit le tome 1 ou le tome 8. Il y a toujours ça. Et je veux dire, si on ne croit pas à ça, on peut alors remettre absolument toute cette histoire en cause. Les pierres, le voyage dans le temps. Enfin, c'est quand même le thème de la série. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Et quand je parle de cette force et de cette puissance qui les ramène l'un à l'autre, je trouve que c'est ce qui fait que cette scène de retrouvailles sur la plage, c'est juste... Waouh! J'ai failli le mettre dans mon top. Cette scène des retrouvailles, c'est une belle scène dans un classique hollywoodien, hein, où voilà, les gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps courent l'un vers l'autre. Et là, c'est sur une plage, en plus une plage de sable blanc avec une mer turquoise derrière. C'est vraiment idyllique. Mais ça, on mis entre parenthèses parce que ça paraît quand même assez bateau de dire ça. Je trouve qu'après l'épisode des retrouvailles, l'épisode 6... et Malcolm, c'est vraiment l'idée qu'on pouvait se faire des vraies retrouvailles entre Claire et Jamie. À Édimbourg, ils étaient assez nerveux, ils étaient très peu sûrs d'eux, hein. Ça faisait 20 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, ils ne savaient pas du tout, enfin, surtout Claire qui a l'initiative du retour au 18e, ne savait pas du tout ce qu'ils allaient trouver en fait. Mais là, il n'y a pas tout ça, hein. Il n'y a pas tous ces sentiments de retenue. Il y a un véritable soulagement et leur amour, et c'est tout. Et c'est ce qui fait que cette scène est très puissante émotionnellement, je trouve. Quatrième focus, et j'ai envie de vous parler de Marsali. Elle commence à faire partie de mes personnages préférés. Quelle jeune femme exceptionnelle et impressionnante. J'en profite pour rectifier, puisque je crois que dans mes derniers décryptages, je disais qu'elle avait 15-16 ans. Alors ça, c'est l'âge qu'on lui donne dans les livres. Dans la série, ils lui ont donné 18 ans. Bon, on peut comprendre pourquoi ils ont fait ça, hein. Par rapport à notre société actuelle, c'est vrai que les jeunes filles ne se marient pas quand même aussi jeunes que 15-16 ans. Peu importe. Et voilà, Marsali, je le dis, plus on la voit et plus on apprend à l'apprécier. Comme le dit Fergus, alors en version originale, il dit « She speaks her mind ». Je crois que ça veut dire, en fait, en gros, elle dit ce qu'elle pense, hein. Et en cela, elle ressemble quand même pas mal à Claire. J'adore enfin, elle se démonte pas en face du père Fogden, qui lui parle d'abord de la main de Marsali et puis qui lui parle de sa queue et puis elle dit très clairement qu'elle n'attend que ça de se retrouver au lit avec Fergus. Je trouve ça assez gonflé et j'aime bien ce franc-parler, et c'est le même franc-parler que Claire, hein, et donc on comprend que ces deux-là ont bien plus de points communs qu'elles ne veulent bien l'admettre l'une et l'autre. Et je trouve que c'est à partir de ce moment où Marsali va enfin pouvoir se faire sa propre opinion à propos de Claire et ne pas se contenter de reprendre l'opinion de sa mère finalement, hein.
Et on se dit aussi que sa colère initiale, quand les premières fois où elle interagissait avec Claire, où elle disait en gros, tu nous as tout pris, tu nous as volé notre belle vie de famille, t'as tout cassé, etc. Et en fait, ça ne semble plus tout à fait justifié au vu de ce qu'elle raconte à Claire. Hein. La vie de couple entre Lyrie et Jamie n'était pas super idyllique. Et on comprend aussi que Lyrie n'a pas connu de relation épanouissante, en tout cas au niveau de sa vie amoureuse. Et cette scène où Claire et Marsali se retrouvent ensemble pour l'habillage, pour la préparation du mariage, on sent que c'est certainement une scène où Claire pense à Brianna et où Lyrie pense à sa mère, hein, Lyrie. Elle a forcément peur d'être déloyale envers sa mère si elle se confie à Claire. Et néanmoins, elle le fait quand même. Elle lui demande des conseils. Et je trouve que la réaction de Claire est belle parce que Claire n'est ni condescendante, ni rancunière. Elle pourrait avoir une attitude beaucoup plus hostile envers cette jeune femme qui, franchement, n'a jamais mâché ses mots en face d'elle. Mais là, on sent qu'il y a une sorte de respect mutuel. Claire pourrait en quelque sorte devenir une mère de substitution pour Marsali, comme elle l'est pour Fergus, hein, une mère d'adoption. Et donc j'ai fini de parler de Marsali, mais j'aimerais juste, puisque je parle de Fergus et du fait que Claire est sa mère d'adoption, pousser un petit coup de gueule parce que depuis l'épisode 6 et le moment où Fergus a croisé Claire dans les rues d'Édimbourg, ces deux-là n'ont pas échangé une seule parole, pas une seule interaction. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli des scénaristes, un manque de temps, peu importe. En tout cas, là, je pense qu'il n'y a forcément que des mauvaises raisons parce que Claire représente également beaucoup pour Fergus et je ne comprends pas pourquoi ils ne les font pas interagir dans certaines scènes. Alors, il y a eu beaucoup à faire, hein, c'est vrai, dans les 2 derniers épisodes ou 3 derniers épisodes, mais quand même, coup de gueule. Et pour finir, une fois n'est pas coutume, parlons gastronomie. Si, je suis très sérieuse, parce que je crois que la soupe à la tortue, c'est vraiment bon. En tout cas, moi, j'ai adoré. Et comme je le disais en introduction, pour moi, cette scène entre Claire et Jamie, c'est la meilleure scène intime de la série jusqu'à là. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est la façon dont c'est amené. Parce que avant d'être dans la cabine du bateau, on est sur la plage au mariage de Fergus et Marsali, 2 jeunes gens très amoureux. C'est une belle scène de mariage idyllique, remplie d'humour et en même temps pleine d'émotions. On aurait pu s'attendre d'ailleurs à entrer dans la cabine de Fergus et Marsali pour la suite. Et pour bien marquer que ces 2 personnages et que leur relation aura de l'importance, Bear McCreary a créé un thème musical juste pour eux, pour l'épisode. Alors, il le dit sur son blog, ce thème n'est pas très travaillé et c'est une ébauche qui pense pouvoir développer dans la suite de la série. On l'espère. En tout cas, je vous le fais écouter là, en fond sonore. Et donc, je disais, on s'attend à en voir un peu plus et entrer dans leur relation. Et parce que à côté de ça, on a Claire et Jamie qui, lors de la scène du mariage, sont vraiment les figures parentales. Ce moment du mariage entre les 2 jeunes Fergus Marsali n'aurait pas pu avoir lieu sans eux. Mais ils sont à distance sur la plage, c'est les patriarches. J'aime beaucoup le fait que le père Fogden vienne bénir leur union aussi, juste après avoir célébré le mariage de Fergus et Marsali. On sent que Claire et Jamie ont solidifié leur relation. Et voilà, on quitte la plage, on arrive dans leur cabine et on trouve un couple très joueur, sur la même longueur d'onde. Alors, je passe sur l'hésitation de Jamie à piquer Claire avec la pénicilline. C'était franchement très, très drôle. Et voilà, c'est les préliminaires en quelque sorte. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de folie en fait là dans ces interactions. Et de mon point de vue, si on peut mettre de la folie dans un moment d'intimité avec son conjoint, c'est qu'on est plus que des amants. Il y a autre chose, il y a
il y a un ciment. Oui, quelque chose qui lie vraiment le couple. Et pour moi, Jamie et Claire ont définitivement cela. Cela donne une très belle scène intime, ludique, amusante et surtout formidablement bien interprétée et bien mise en scène. Caitriona Balfe qui joue Claire éméchée, c'est énorme. La façon dont elle grimpe sur la table, c'est juste... c'est parfait. Pour moi, cette scène est parfaite. Alors, Claire est très excitée. Alors, elle est fébrile, c'est sûr. Elle a un peu de fièvre. Willoughby a mis de l'alcool dans la soupe, on le découvre. Mais plus encore que tout ça, elle a failli perdre Jamie une fois de plus. Donc là, se retrouver seule avec lui pour la première fois depuis toutes ses aventures... leurs aventures conjointes, l'épidémie sur le bateau, les morts, la traversée de la jungle, l'arrivée what the fuck chez Père Fogden et Mamacita. Là, c'est un soulagement et cette intimité est bien méritée, je trouve. Et l'intervention de Willoughby à la fin de l'épisode fait office pour nous de soupe à la tortue interruptus, mais c'est drôle. On pourrait penser qu'il avait prémédité son coup en mettant de l'alcool et que là, il vient demander si la soupe est bonne. Franchement, qui fait ça Et donc, l'épisode se termine sur le sourire de Willoughby et sur nos deux amants dans la cabine. J'aime beaucoup parce que on finit sur une belle note et finalement, même si le dernier plan n'est pas sur Claire et Jamie, on finit avec eux. C'est sympa. Et donc, j'avais dit, je reparlerai de la scène coupée dont je vous ai mis un petit extrait là au début du décryptage et dont vous avez l'intégralité dans une autre vidéo sur YouTube. La production a bien fait de changer ses plans parce que la scène coupée, donc, elle aurait dû être à la fin de l'épisode, après la soupe à la tortue. Mais franchement, ça aurait cassé l'ambiance. C'est la raison pour laquelle ils l'ont carrément enlevée. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais effectivement, elle n'apporte pas grand-chose, sauf qu'elle nous projette à nouveau vers la recherche de petit Yann, dont on n'a pas entendu parler de tout l'épisode, encore une fois. Voilà pour mon dernier focus et cette soupe à la tortue. Et pour conclure, je dirais que c'est un épisode très riche et assez atypique. Pour ma part, je trouve que le très bon, l'excellent, voire même l'excellentissime côtoie le moins bon. Ce qui fait si on me demandait de noter l'épisode, je ne le saurais pas trop, à vrai dire. Il y a beaucoup de choses que j'aime énormément et il y a aussi des choses qui me plaisent moyen. Je disais en introduction que c'est un épisode qui parle de séparation et de retrouvailles et à la fin de l'épisode, tout le monde finalement... je ne sais pas comment dire, a rejoint le troupeau grâce à l'amour. Claire et Jamie sont ensemble, Fergus et Marsalis sont mariés, le père Fogden semble réconcilié avec lui-même et avec le monde. Et on se retrouve donc là à la fin du 11e épisode de la saison 3, ce qui veut dire qu'il ne reste que 2 épisodes et tellement à faire. Donc là, on sait qu'ils veulent aller en Jamaïque, ils vont y aller. Jamie doit éviter la pendaison. Ils doivent retrouver Yann, et je n'en ai pas parlé dans le décryptage, mais on a entendu parler de la grotte d'Abendaoui, dont Margaret Campbell nous avait parlé dans l'épisode 7, je crois, en crème de menthe. Ça laisse beaucoup de choses à traiter. Hâte d'arriver à la suite. Avec vous, j'espère. J'espère que le format chat aura marché, que ça vous aura plu. Pour celles et ceux qui verront le décryptage en différé, c'est pas grave. Vous pouvez tout de même commenter, soit sous cette vidéo YouTube ou sur Facebook, où je suis très présente. Si le décryptage vous a plu, cliquez sur le petit pouce. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vois que ça grimpe de jour en jour. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.